Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus à cet autre numéro Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, lundi à vendredi, 19h, 21h. Encore un chef traditionnel assassiné dans le cadre de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Emmanuel Ikome Ngolé, chef traditionnel Mike 14 d'Ibanda, a trouvé la mort en captivité le 14 décembre dernier, au lendemain d'un kidnapping qui a également vu les chefs Ifande Ewoule et Kombe Simon, respectivement chief de Mile 15 Loa Bokova et Mile 16 Loa Bolifamba. Ils ont tous été faits otages ce même jour. La disparition de Chief Ikome Emmanuel Ngolé intervient un mois après l'assassinat de Sa Majesté Molinga Francis Nango, roi de Liu la Malale, toujours dans le département du Fako. Chief Ikome Emmanuel Ngolé vient compléter la longue liste des autorités traditionnelles tombées depuis le déclenchement du conflit armé dans les deux régions anglophones du pays. Cet autre assassinat intervient au lendemain des élections régionales du 6 décembre dernier. L'on se souvient également que l'un des collèges électoraux constitués des chefs traditionnels avait été encouragé à retourner dans leurs différents palais par le ministre de l'administration territoriale. C'était exactement le 19 août dernier. Madame, Monsieur, dont cette partie de l'émission est consacrée à ces 5 chefs qui sont tombés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le drame des chefs traditionnels. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir. Il est là avec sa casquette de chef. Raphaël Ndougou. Bonsoir Raphaël. Merci chers alentours. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à votre équipe technique. Je n'oublie pas les co-panélistes. J'ai abordé cette casquette justement parce que quand on parle de la tradition, je suis interpellé. Permettez-moi donc de vous dire que je suis toujours honoré lorsque je descends sur cette pelouse de la Champions League télévisée et que vous, le coach, vous m'avez choisi comme le 11 entrant. C'est un honneur. Et lorsque je l'ai dit, je veux donc saluer le chef de mon village, le chef supérieur des étoudis, Sa Majesté Nana Jean-Baptiste, qui a été élu par ses pairs au conseil pour représenter justement l'autorité traditionnelle dans le département d'Union Esso. Il est assisté par nous Jean-Baptiste, celui-là, cette fois, Mbilabe Sala Jean-Baptiste. Ils vont donc conduire pendant leur séjour les problèmes des chefs traditionnels, les problèmes de nos contrées et tout ce que vous imaginez pour le développement de notre département et même notre région. Mais maintenant, si vous le permettez, puisque nous avons le cœur meurtri parce que nous avons été victimes hier, depuis la soirée d'hier, avec les arnaqueurs qui sont là dehors aujourd'hui, qui, ma foi, peut-être cherchent aussi de l'argent pour les fêtes de fin d'année, mais ils choisissent des mauvaises personnes, parce que ceux qui ont de l'argent ne gardent pas dans les comptes Orange Money sans publicité. Il est donc important de signaler aux téléspectateurs d'être aujourd'hui prudents quant aux dépôts qu'ils vont recevoir dans leur compte. Parce que les arnaqueurs, ma foi, j'imagine qu'ils sont même de connivence avec certains responsables de la maison Orange, pour ne pas la nommer. Peut-être qu'on ne va pas le dire. Oui, vous n'avez pas les éléments de preuve. Mais les éléments de preuve que je peux avoir sont celles que quand je n'ai pas de l'argent dans mon compte Orange Money, je n'ai aucun souci. Mais une fois que je fais un petit dépôt, tout de suite, ils sont derrière mon numéro pour faire cette affaire-là. Je voudrais donc interpeller ces gens-là que les responsables essayent de voir dans quelle mesure ils peuvent épargner cela aux Camerounais. Nous avons beaucoup salué cette affaire de dépôt de monnaie électronique, mais ce n'est pas pour autant que les Camerounais doivent être
justement arnaquer à ce niveau. Donc, prudence. Ok, Albert Dormo-Toubin, bonsoir, bienvenue à Douala. C'est Jalin, bonsoir. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Un bonsoir particulier à la population de Tchang, parce que je viens de là. Voilà, vous êtes chercheur en histoire et en sciences politiques. Et justement, vous venez de commettre cet ouvrage avec Clovis Rodrigue Photo, Albert Dormo-Toubin, pour une Fumban 2, les incongruités de la conférence de Fumban de 1961. Effectivement, c'est Jalin. Vous savez... Qu'est-ce qui vous amène à ça? C'est le conflit, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Oui, vous savez, Karl Marx disait que les philosophes ne germent pas de terre comme des champignons. Oui. Ils sont le produit de leur société. Et je pense que lorsqu'il y a une crise comme celle qui secoue notre pays depuis 2016, il est important que ceux qui font des recherches puissent s'y pencher. Probablement, ou certainement, je peux le dire, parce que la science est justement là pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Nos recherches peuvent nous permettre d'apporter des solutions, sauf que ce n'est pas la recherche ou bien le scientifique qui décide, c'est l'homme politique. Mais il était important pour nous, dans le cadre de ce que nous avons fait, de mettre cela par écrit et de pouvoir apporter cela comme notre contribution à la rédaction, à la résolution de la crise anglophone. Et en rendant déjà hommage à la ville de Tchang, je voudrais dire que c'est une ville historique. C'est cette ville qui, en 1950, a propulsé Ruben Oum-Niobé de l'anonymat au devant de la scène. Parce qu'il faut dire qu'en 1950, il est organisé à Tchang le congrès, une réunion du comité directeur de l'UPC. Et au cours de cette réunion du comité directeur, les populations sont alertées que les leaders de l'UPC sont dans la ville et vont retrouver le lieu de rencontre, et la réunion du comité directeur est directement transformée en congrès. Et c'est au cours donc de ce congrès-là que Ruben Oum-Niobé va être porté à la tête de l'UPC et va faire ce que nous savons qu'il a pu faire. Et avec cette proposition, parce que lorsque nous parlons de cet ouvrage, en présentant les incongruités, nous partons même de la volonté de l'UPC de mettre la réunification avant l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait en fait de deux territoires frères qui se sont... Bon, je crois que au cours... Oui, on va y revenir. À côté de vous, Pierre-Emmanuel Bignan, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin Outou. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci et bonsoir à tous mes panélistes et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous êtes un spécialiste en télécommunications. Vous avez suivi Raphaël Ndogo. Vous avez été aussi victime de ce phénomène-là. Comment faire pour échapper? C'est vrai que je n'ai pas suivi Raphaël de bout en bout. C'est-à-dire, on vous fait croire que vous avez reçu une somme d'argent dans votre compte. Et une fois, lorsque vous revenez le meilleur sentiment, tout est parti. On a vidé votre compte. Oui, ce sont des... Vous avez été victime? Oui, bien sûr. Comment faire pour éviter ça? C'est un phénomène qui est récurrent. Déjà, j'aimerais dire à ceux qui sont victimes de cela que lorsqu'ils ont été approchés, une fois qu'ils sont approchés, qu'ils appellent le service client Orange au 950. C'est un appel gratuit qui compose de 950 appels Orange, si c'est dans le cadre de Orange. Ils vont remettre la somme? Non, Orange va les indiquer sur ce qu'il y a lieu de faire. Okay. Mais le plus important, c'est qu'il faut être prudent parce que les messages d'Orange Money ou de MTN Mobile Money ne viennent pas avec un numéro personnel. Oui. Ils viennent avec le numéro Orange et puis MTN Mobile Money également. Donc, il faut être très prudent pendant ces périodes, c'est pour éviter ce genre de situation. Exactement. Barrister Kamalimen, you're welcome. Thank you, Mr. Sesh. It's a pleasure being here, and I think the topic in question, the subject in question, it's always heart-touching, and it would appear most of the time when we have such a topic, I'm always called upon
You know, I start by Barista, j'ai envie de vous demander, hein, c'est vous qui ouvrez cette émission, pourquoi, qu'est-ce qui explique cet acharnement sur les chefs traditionnels? 2 dans le Fako, 1 dans l'Indiane, ça fait 3 dans la région du Sud-Ouest, 2 dans le Nord-Ouest, département du Bui et dans le Dongamantou. Pourquoi les chefs traditionnels? Serge, I'll be very honest in my pronouncements, and the reason is that the chiefs have departed from the customary setup and embraced politics. And once you embrace politics, there is bound to be division. In democracies, we have different political parties. And you know, from time immemorial, the chief has always been looked upon like the representation of the forefathers. And the king was regarded upon as a kind of god and a unifying factor. If you go back to our customary law, which is even recognized in our country because we have customary courts, you see that the chief stands as a unifying factor to every member in his community. But with the advent of democracy, multipartism, ill faith, multipartism, because you can have multipartism with good faith, but when you look at our Cameroon context, there is every reason to think that those chiefs are being manipulated. And so once they accept to belong to a political party which the Anglophones are against, because that is the truth, majority of Anglophones are against that party, and then they do exactly what the secessionists are against. So by doing that, they expose themselves. You know, what happened, I honestly express my heartfelt condolences to the people of Mai 14 and the family of the late chief, and pray equally that those who were kidnapped be released. But there is something we must say. What we must say is that what happened to them was foreseeable. C'était prévisible. Vous comprenez? C'était prévisible. Donc, lorsque le chef traditionnel accepte de faire la politique, et il prend... Donc, d'abord, dès qu'il accepte de faire la politique, ça veut dire qu'il a choisi un camp. Et qui est normalement, dans le cas d'espèce, n'est-ce pas, il y a des autres partis politiques. Donc, il n'incarne plus l'autorité... Rassembleur, oui, vous comprenez. Et maintenant, être à côté de RDPC l'expose. Donc, il faut savoir que Mai 14 est une zone très turbulente dans ces crises anglophones. Et pour moi, c'était un mauvais choix de chef. Mais ils ont pris le 13 décembre, ils ont pris le chef de Mai 14, le chef de Mai 15, le chef de Mai 16. Yes, Serge, that was seulement after celui de Mai 14 qui because on a libéré les deux autres. I am not part of the people who kidnap and I condemn such acts. But to me, what I was saying is that it's foreseeable because coming together in Mai 14, bringing 3 chiefs together was enough call for reactions. And so I think that the chiefs should be more prudent in carrying out their activities. And honestly, if I have an advice to give them, I will call on them to respect the traditional setting, the customary law that looks at them as the unifying factor. So politics is not for the chiefs. Ok. Pierre-Manuel Biam, on vous interpelle là, vous êtes des hommes politiques. Hein? C'est la politique qui vient comme ça, fait en sorte que les chefs ne soient plus bien vus de ce côté-là, parce qu'ils auraient entre guillemets choisi un camp. Le problème aujourd'hui, c'est le contexte dans lequel nous vivons. Mais il ne faut pas que les gens ignorent que les chefs traditionnels au Cameroun ont toujours fait la politique. Ils ont toujours fait la politique depuis la période de la colonisation. Quand les Allemands sont arrivés, les premiers chefs qui étaient là étaient des hommes politiques. Ils ont toujours... Mais ce n'était pas un contexte multipartisan. C'est pour ça que je dis que le contexte n'est pas le même aujourd'hui. Oui, voilà. Maintenant, il y a plusieurs La période avant indépendance, en l'occurrence, la période entre les années 40 et les années 60, la plupart des chefs étaient des UPCistes. Ceux qui étaient dans la zone anglophone étaient dans les partis politiques de libération nationale. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Le problème, c'est que
le contexte actuel dans lequel les chefs font la politique est complètement différent parce que ils ont face à eux un parti-État qui les a tous phagocytés. Et ce parti-État, le RDPC, est celui-là qui est la cause de tous les malheurs des Camerounais aujourd'hui, sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan politique. Voilà pourquoi les chefs qui appartiennent à ce camp-là sont de plus en plus stigmatisés. Ils ne sont plus acceptés par la population. Beaucoup plus à cause de leur façon de faire la politique. Leur façon de faire la politique. Parce qu'avant, il faut également noter que les chefs militaient dans l'UPC, mais ils faisaient l'objet d'adhésion de leur population. C'était les chefs qui étaient supportés par leur population. Voilà pourquoi les populations les protégeaient quand l'armée coloniale venait les chercher et toutes les populations les cachaient, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit plutôt les populations en train de vouloir lyncher ces chefs-là. On a vu le cas même plusieurs fois à Fumban, même du moment où le docteur Damdjoya, le président de l'UDC, était vivant. On a vu des élections où pratiquement les militants de l'UDC ont failli mettre à feu à sang la ville de Fumban. Pourquoi ne pas parler, s'attaquer même au palais royal, qui est quelque chose de sacré. Comme pour dire que la politique du renouveau a échoué, le peuple camerounais n'accepte plus cette politique. Voilà pourquoi les chefs qui sont dans leur rang ne font plus l'unanimité des populations aujourd'hui. C'est ce qu'il y a lieu de dire. Ok. Raphaël Ndougon, la politique est à l'origine pour les deux premiers intervenants de ce qui arrive aux chefs traditionnels, au nord-ouest et au sud-ouest. C'est votre point de vue? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que le dernier passage... Et pourquoi on s'acharne donc sur les chefs? Le dernier passage que nous avons... D'ailleurs, j'ai parti au même plateau avec M. Bignam, justement. Nous avons tous dit, le chef doit faire la politique, mais il ne lui appartient pas d'imposer à sa population d'adhérer dans son parti politique. Ça veut donc dire que quand il choisit son parti, il ne doit pas imposer son parti à ses populations. Et que ceux qui ne sont pas dans le parti, je ne sais pas, régnant, qui gagnent ou qui gouvernent, qu'on laisse également le libre choix à ces chefs-là. Mais maintenant, et c'est pour cette raison que 5 chefs traditionnels au total sont déjà tombés sur le carreau de cette affaire du Nozo-là. C'est là toute la question. Et je ne pense donc pas que ces gens qui kidnappent les chefs et qui les assassinent ont dit à quelqu'un que c'est par rapport à leur choix politique. Sinon, quand ces gens-là ont mis le feu et que les enfants sont morts, est-ce que les enfants aussi avaient fait la politique? Je pense que quand nous avons déjà indiqué que chaque chef doit faire son choix et que le chef doit laisser sa population faire également son choix, on doit s'interroger pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec les chefs assassinés. Et moi, je peux vous dire que je suis totalement meurtri parce que je me rends même compte que ces chefs-là même, peut-être au-delà de la politique, ont même déjà perdu véritablement leur pouvoir traditionnel. Vous ne pouvez pas me dire que dans un village, dans une localité, les gens viennent de partout, viennent kidnapper les gens, et les chefs sont là, bouche fermée, et les populations ne travaillent pas avec les chefs pour pouvoir contrecarrer cela. Vous pouvez pas, nous avons tous ici sur la table des villages. Il n'est pas possible qu'un étranger arrive dans votre village, comme dans le mien à Acier, et arriver là pour vouloir s'aimer le chaos, kidnapper le chef, c'est pas possible. Or, j'ai toujours indiqué... Mais il peut y avoir des complicités en interne. Justement, donc, quand il y a des complicités en interne, c'est très rapidement dénoncé. Quand le pouvoir du chef reste encore un pouvoir véritablement traditionnel. Parce que le pouvoir traditionnel n'est pas seulement ce que nous parlons ici. Le pouvoir traditionnel est même mystique. Quand on vous introduit chef, ce n'est pas une affaire du jour. Il y a également une affaire de la nuit. Parce que si chaque chef... Donc lorsqu'on vient prendre le chef, il peut disparaître, c'est ce que vous voulez dire. Je voulais vous c'est un vrai chef. Donc c'est des faux chefs là. Il n'y a que si le chef a été mal choisi. Oui. Si le chef n'est pas de la lignée, il y a un souci. Or, lorsque le chef est de la lignée et qu'il est bien choisi, je vous assure qu'il y a des situations qui n'arrivent pas au chef. Parce que justement, ils sont détenteurs du pouvoir traditionnel. Alors, pour finir, je voudrais quand même dire que cette histoire d'élite traditionnelle, religieuse et même élite de manière générale, comme on dit,
il y a un véritable problème dans le nozo. Il n'est pas normal que pendant tant d'années, que les gens ne puissent pas se mettre ensemble, même s'ils ont déserté les villages, se concerter et trouver dans quelle mesure ils peuvent arrêter cette affaire-là. Ce n'est pas une situation de prendre les armes, mais de trouver les techniques. Parce que si on estime que ces gens qui tuent les enfants, qui tuent les chefs, sont véritablement les natifs de là, alors on peut également trouver le contrepoids, ceux qui peuvent également contrecarrer ces gens-là, ou bien travailler avec les forces militaires pour que cela s'arrête. Ok. Albert Ndokmo, vous êtes d'accord? C'est la politique, les choix des chefs qui entraînent Serge Alain, vous allez me permettre... ces assassinats? Vous allez me permettre de débuter mon propos par une note d'humour. Même si l'événement est triste, je voudrais dire que, en principe, c'est le Covid, si c'est le Covid qui a vulgarisé la notion de la distanciation sociale, ceux qui ont vécu dans les villages savent déjà qu'il existe ce respect de la distanciation sociale entre le chef et ses sujets. Donc, il n'était même pas pensé ni pensable que les gens puissent se rapprocher du chef, ne serait-ce que pour lui serrer la main. C'était observé. On a même capturé le chef. Aujourd'hui, ce principe est bafoué. Les gens non seulement n'ont plus de respect pour le chef, mais ils vont jusqu'à sa capture et à son assassinat. C'est un triste constat. Maintenant, si on veut poser la question de savoir quelles sont les causes, parce qu'il faut expliquer, nous pouvons dire qu'il y a d'abord la remise en cause de l'engagement partisan des chefs. Parce que nous ne sommes pas seulement au niveau où il faut expliquer que le chef s'est engagé dans la politique, il faut dire que la chefferie est un espace essentiellement politique. Oui, seulement la politique qui est menée là-bas est une politique qui est pensée de telle sorte que le chef, en plus de tous les clivages partisans qui se trouvent au sein de son espace, réussit à se hisser au-dessus et à réunir tous les fils et filles pour le développement à la fois de la tradition et tous les autres aspects de son village. Seulement, son engagement partisan fait en sorte qu'à un moment donné, on se retrouve à avoir en face de soi le chef comme adversaire. Et lorsque vous avez déjà le chef comme adversaire, on joue ses attributs. À un moment donné, on se retrouve dans l'obligation d'oublier parce que il est un adversaire, il est en train de vous barrer la voie, et si vous trouvez un moyen de l'écarter, et vous savez, les règles du jeu en politique ne sont établies par personne. À un moment donné, même un tacle par derrière, s'il peut permettre de marquer un but contre le chef, on va le faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième est l'échec du discours gouvernemental qui consiste à dire autorité traditionnelle, autorité administrative, fonctionnaires de tous ordres, regagnez vos postes. Alors que l'État sait, à travers son système de renseignement, que les dispositions ne sont pas prises pour que ces fonctionnaires, ces autorités de tous ordres qui se trouvent dans le nozo puissent rentrer. C'est les livrer au sacrifice. Et aujourd'hui, l'assassinat de ces chefs, moi je pense que certains qui s'étaient réfugiés du côté de la zone, la zone paisible, entre guillemets, ces personnes seraient encore en vie si le discours officiel n'avait pas insisté sur le fait qu'ils doivent rentrer. Je pense que ce que nous devons faire, on peut même laisser tout le monde là où il se trouve. Lorsque la situation va s'apaiser, vous allez constater que les gens rentrent d'eux-mêmes. On n'aura pas besoin de leur dire de rentrer. Et il y a une dimension également psychosociale. Parce qu'il faut dire que la guerre met les gens hors d'eux. Edgar Morin disait ceci, a écrit un ouvrage, Le paradigme perdu, la nature humaine, où il explique en fait que l'homme est sapiens demain, c'est-à-dire il est raison et déraison. La déraison prend le pas et atteint les proportions incontrôlées lorsque
on se retrouve dans des situations de crise sociale. Donc, lorsqu'il y a des crises sociales d'envergure, la raison s'échappe. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut se rendre compte que les chefs sont attrapés par des personnes qui ont perdu la raison, qui sont devenus des sauvages, des barbares, qui peuvent assassiner, qui peuvent sacrifier des hommes comme si c'était des bêtes. Ok, merci. Barista Kamoualiben, justement, le 19 août dernier, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi réunissait ces chefs-là qui avaient déserté, entre guillemets, leur palais depuis 2-3 ans. Il leur demandait de rentrer, retrouver leur palais et leur sujet. Mais vous n'étiez pas pour. Vous n'êtes même pas pour ce retour-là. Yes. Pourquoi? Yes, I made it clear that day, Alain, that first of all, every person is the first guarantor of his own life. You are the person to protect your life. And everything it is very glaring that the situation in Nozo is not good, it's hostile. Now, I quoted here on this platform that when you look at the ministers going to Northwest or Southwest, they go heavily armed. The Prime Minister was in Boya today. I went to around Mungo. They were army every 3 or 4 meters. You find an well equipped. Now, this is somebody who is a Prime Minister, who is the head of government. He is going down there with military, and then you come and tell a chief who has been chased away from his fondom or his chiefdom, you ask him to go back. What did we see? The fondom saw was kidnapped. And Alain, I stick to the topic about the chiefs, concerning the chiefs. Alain, the truth is that we don't have a good democracy in Cameroon. That is why you always see that the ruling party is always in conflict with oppositions. And so, when the chiefs, they take sides with that political party, which is very unpopular in the Northwest region, that is the truth. Let the truth be said. The CPDM is very unpopular in the Anglophone regions. And the chiefs believe that in gaining powers, they must be on the side of CPDM. And he exposes them. Now, let us come to the House of Chiefs, which was what currently took place. And then the chiefs could have their house without belonging to a political party. Il peut avoir, sans être, n'est-ce pas, dans un parti politique. Donc, tous les chefs se réunissent, ils passent par vote, n'est-ce pas, pour choisir qui peut siéger dans ces comités. Mais lorsque donc on décide de les faire venir, n'est-ce pas, par un parti politique, vous voyez, voilà les conséquences. Et ce qui est choquant et mauvais, c'est que ces chefs-là n'ont pas apprécié eux-mêmes la risque qu'ils encourent. Ils devraient savoir. N'est-ce pas? Si vous allez à My 14, c'est dès que vous finissez la colline, il y a un contrôle mix. Et c'est chaud là-bas. Donc, le chef, mix, c'est-à-dire il y a gendarmes, police, militaires, pour contrôler les voitures qui entrent à Boya. Donc, tout est à démontrer qu'il n'y a pas la sécurité. Et on vous demande d'y aller. Vous partez. Ça veut dire que vous-même, maintenant qu'on l'a tué, qu'est-ce que l'État va faire? En dehors de dire vraiment, il faut que... Non. Qu'est-ce que l'État va faire? Il a perdu sa vie. Et sa famille, ses enfants vont souffrir de ça. Donc, I said on this platform that chiefs should not go back. Whosoever, be it civil servants. I'm not being an opposition to the government, but I'm being realistic. You cannot ask me to go to a place that I know they're going to kill me, and I take my head and go there. I will not. So, Serge, the chiefs should go back to their palaces and be a unifying factor. Ok. Pierre-Emmanuel Biam, justement, demander au chef de rentrer, c'est livré. Il faut d'abord comprendre dans quel contexte on demande au chef de rentrer. Depuis que la crise du Nord-Ouest et Sud-Ouest a déclenché... Ça n'a pas un rapport avec les régionales? C'est un rapport avec les régionales. C'est pour ça que j'ai convoqué le contexte. Oui. Le ministre Paul Atangandi convoque les chefs et les demande de rentrer parce que pour lui c'était un bétail électoral. Il faut le préciser, c'était un bétail électoral. Il faut également préciser que dans la partie septentrionale, il y a un chef qui a eu un malaise et qui est mort le jour de ce scrutin du 6 décembre. Il est décédé sur place, on ne connaît pas les causes de son décès. Il faut également préciser que
le chef d'un sort, le chef, c'est-à-dire que de Kumbo, est venu par hélicoptère avec une escorte à la présidentielle, par hélicoptère pour venir voter. Alors, allez savoir pourquoi Chief Angwafor, à Bamenda, n'a jamais fui la ville. Il est dans son palais. Okay? Il y a certains chefs qui vivent encore dans le nord-ouest. Et beaucoup qui ont déserté. Allez savoir pourquoi. Ce n'est pas quelque chose qui est un apanage du Cameroun. Allez savoir pourquoi est-ce que Saïd Kadhafi, après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale, a été caché pendant une dizaine d'années par les chefs tribaux en Libye. Je dis caché par les chefs tribaux en Libye. En fait, ce sont les chefferies qui détiennent le pouvoir. Non seulement traditionnel, mais même politique. Saïd Kadhafi est caché par les chefs tribaux de son pays. Pourquoi ils ne l'ont pas livré? Vous pensez que les populations ne sont pas au courant ou n'étaient pas au courant de l'endroit où il était caché? Dans ces chefferies, les populations savaient. Mais puisque ce sont des chefs qui sont en phase avec leur population, ce sont des chefs qui incarnent les valeurs de leur population et qui font l'objet d'adhésion de leur population par rapport à leur politique sociale et économique, ils ne pouvaient pas être dénoncés. J'ai convoqué ici tout à l'heure le cas de Angwafor, qui est toujours à Bamenda. C'est un vieux qui est là, il n'a jamais fui la ville. Pendant que la plupart des chefs, 80% des chefs dans le nord-ouest et le sud-ouest ont déserté, vivent à Yaoundé. Pourquoi? Parce que ce sont des chefs qui sont des acteurs de premier plan dans le RDPC. Un parti qui est rejeté carrément dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire que les populations anglophones ne veulent pas entendre parler de CPDM. Quand ils voient même une image de CPDM, ces gars peuvent brûler l'endroit. Donc il faut qu'on précise les choses telles qu'elles sont. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces chefs, pour la plupart, font l'objet des enlèvements et l'objet d'assassinats. Parce que les populations du nord-ouest et du sud-ouest estiment que ces chefs-là sont à l'origine et de connivence avec le RDPC pour les faire vivre toutes les misères qu'ils vivent depuis qu'ils se sont réunis à la partie francophone en 1961. Alors, voilà d'où tout cela part. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre de côté l'aspect politique de cette situation-là. C'est même cet aspect politique qui est en train de guider les misères que les chefs vivent dans ces régions-là. Il y a des chefs également dans ces régions-là parce que le contexte, c'est de là-bas qu'il s'agit. Ici, on n'a pas encore connu ce genre de cas. Mais il faut aussi également dire que dans nos chefferies, de plus en plus, nous qui sommes dans la partie francophone, le RDPC ne fait plus l'unanimité. RDPC ne fait plus l'unanimité. Moi, je vais vous dire qu'il y a certaines chefferies, même dans les régions de la Sanaga-Maritime et du Nyong-Ekele, où pendant les élections, les gens sont souvent prêts à prendre des machettes. Ça, je vais vous dire, sans parler de la région du Noun, sans parler du département du Noun, à Fumban et dans d'autres endroits. C'est encore au nord Cameroun. Au nord Cameroun encore, le parti État réussit à maîtriser les gens, à travers les chefferies traditionnelles parce qu'ils leur ont donné tellement de pouvoir là-bas. Les lamidos sont comme des dieux entre guillemets. Donc, le cas du nord-ouest et du sud-ouest est spécifique. Le problème primordial, c'est CPDM. Les populations ne veulent plus entendre parler du RDPC. Et ces chefs-là, comme mon frère venait de le dire, ils se sont entêtés. On les a convoqués. Ils n'étaient pas obligés de partir. Ils se sont entêtés. C'est même quoi dans ce pays avec l'histoire des élections? On a vendu les gens pour les élections. Quelqu'un vient, il est sur une chaise roulante. Un soi-disant chef. On est en train de le pousser. Nous avons vu des images de jour-là qui étaient extraordinaires. On pousse quelqu'un sur la chaise roulante. Il est mourant, mais il faut qu'il aille voter. Le RDPC. C'est le femme-là qu'on convoque dans ce pays. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut voir la vérité en face et être capable de dire que je ne suis pas d'accord, malgré que je sois dans ce parti politique, mais je ne suis pas d'accord avec telle ou telle situation. Maintenant qu'ils sont en train d'être enlevés, maintenant qu'ils sont en train de perdre leur vie, où est Paul Atangandi pour aller les délivrer?
Donc je pense que c'est lui qui est la principale cause de ce qui arrive au chef aujourd'hui. Voilà justement, Raphaël Edogo, on demande aux chefs de rentrer. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de gages, de garanties pour assurer leur protection? C'était avant les régionales. La rencontre a eu lieu le 19 août à Yaoundé. Non, à moins d'être ressortissant dans notre pays, ou bien à moins de vivre dans notre pays actuellement, il y a l'insécurité dans le Nozo. Il n'y a donc pas de garantie possible pour demander aux chefs de retourner, ou bien même pour demander à ceux qui sont déplacés de retourner. Ce n'est pas un secret de polichinelle, parce qu'en réalité, là, il relevait tout à l'heure, Barry relevait tout à l'heure que quand les autorités y vont, ils vont sous bonne escorte. Donc ça veut donc dire que si on demande aux chefs de rentrer, il faut trouver les moyens de sécurité à ces chefs. Donc dire qu'on a pris disposition, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que voilà donc la situation. Mais sauf que ce qui me gêne dans tout cela, c'est que au fur et à mesure, nous voyons les gens mourir chaque jour. Depuis pratiquement, on va dire aller à la 5e année. On n'a aucune solution. Et c'est pour cette raison que je pense que à un moment donné, comme M. Vignan vient d'indiquer, concernant les chefs qui ne se déplacent pas, qui bénéficient encore comment on dit, du respect et tout ce que vous voulez de la population, est-ce que cela ne peut pas nous trouver des solutions pour sortir là? Parce que tout à l'heure, il évoquait l'aspect d'un parti politique. Sauf que ce n'est pas ça le problème. Si c'est ça le problème, il y a une façon de sanctionner les partis politiques dans notre pays, on le sait. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, dans la partie du Nozo, on sait comment ils se sont souvent comportés. C'est un peu comme il citait l'ONU. On sait que dans l'ONU, l'UDC est bien assis là-bas, même si le RDPC prend encore un peu. Et on savait autrefois que le SDF, c'était son bastion. Mais moi, je voudrais qu'on écarte un peu cette affaire des partis politiques. Parce que ce que nous devons retenir, c'est que les partis politiques passeront. Les hommes qui parlent comme nous parlons, là, passeront, le pays restera. Qu'est-ce qu'on fait de la richesse de notre Nozo? Qu'est-ce qu'on fait pour que la guerre s'arrête, pour que les populations retournent de ce côté-là et pour que leur richesse, ils continuent à exploiter leur richesse, qu'ils continuent à cultiver leur champ? Parce que le souci que nous avons, c'est que les gens sont déplacés. Les chefs traditionnels meurent, les enfants meurent, les populations meurent. Actuellement, c'est parfois aussi, monsieur, il faut le dire, je ne sais pas s'il va appeler ça zèle. À un moment donné, il faut un peu qu'on évite d'atteindre certains niveaux dans notre pays. Parce qu'il ne suffit pas de prendre le micro ou d'organiser une conférence pour demander au chef de retourner. Véritablement, quelle est la garantie sécuritaire pour demander au chef de retourner? Vraiment. Et là, il a si bien indiqué tout à l'heure que, honnêtement, c'est chacun qui se garde lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez pas les laisser au milieu de la route et attendre que la voiture va vous esquiver. Une voiture va venir vous percuter. Donc, à ce niveau-là, ceux qui se sont aussi hasardés à y aller, n'ayant peut-être pas tous les renseignements de ce que la situation s'est calmée, c'était aussi à leur risque et péril. Non sans vouloir encourager le fait que les chefs sont décédés. Mais honnêtement, c'était sur quelle base? On aurait même dû les laisser là où ils étaient et les recenser et faire voter ces chefs à l'endroit où ils sont. Et on trouve des solutions, des mécanismes. Parce que de toutes les façons, personne n'a envie de mourir. C'est-à-dire que de cette manière-là. Et la famille que ces gens-là ont laissé, leurs familles sont meurtries aujourd'hui, ils sont sans chef et ils sont sans parents. Donc je vous assure qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête un peu cette façon de faire dans notre pays. Pour ceux qui nous gouvernent, il faut qu'ils aient un peu l'amour. Parce que si on a l'amour de ce pays, je crois que beaucoup de choses ne vont pas se passer. Voilà, Albin Dormont, les chefs sont livrés pour vous. Bon. On leur demande de rentrer alors que toutes les garanties sécuritaires ne sont pas là. Oui, vous savez que ça fait pas longtemps, le gouvernement a produit une liste de fonctionnaires qui ne sont pas à leur poste. Oui. Et s'apprête, je me dis, à sanctionner au niveau de la caisse, au niveau du porte-monnaie. Je me dis, et j'ai rencontré plusieurs fonctionnaires dans la ville de Tchang qui travaillent du côté du Déby Alem et qui, l'un d'eux m'a dit, bientôt je serai chômeur parce que pour rien au monde, je ne peux mettre ma vie à prix en allant de ce côté. Donc, lorsque quelqu'un vous dit ça franchement et vous dit, si vous pouvez trouver quelque chose pour moi là, bientôt mon salaire sera coupé et vraiment, je ne suis pas prêt. Nous rions
Mais il est très sérieux parce qu'il s'agit de son pain quotidien qui est mis à prix et il doit choisir entre mettre sa vie en danger et aller à la conquête de ce pain. Il a donc choisi de préserver sa vie. Ce qui est normal. Oui, et c'est un choix tout à fait légitime. Et je pense que c'est le gouvernement, il revient plutôt au gouvernement de comprendre que à un moment donné, on doit retourner à Fumban. Retournons à Fumban et faisons une réunification de qualité, comme celle que nous proposons dans cet ouvrage, où nous choisissons de faire des discours dans lesquels nous demandons aux chefs de rentrer pour être sacrifiés. Ok. Nous demandons aux populations de... Merci Albert. On va revenir après le journal parce que dans un instant, Cédric va vous annoncer les titres. Voilà, il est là. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous vous proposons une enquête sur l'exploitation illégale des mines au Cameroun. Cette situation engendre déjà la mort de près de 100 personnes, parmi lesquelles essentiellement des enfants qui sont tombés dans des trous miniers qui n'ont pas été restaurés. Une véritable violation du code minier au Cameroun. Malgré les mesures prises jusqu'ici, la société civile relève de nombreuses insuffisances et le laxisme des pouvoirs publics. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également les nouveaux chantiers du président du JICAM, réélu à la tête de l'organisation patronale, au moment où les entreprises sont en détresse, au moment où elles attendent en vain les mesures concrètes de relance de la croissance économique. Le JICAM va en bataille pour pouvoir préserver et défendre les intérêts du secteur privé. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de la ville de Douala. Est-elle déjà décorée à quelques jours des fêtes de fin d'année, notamment les fêtes de Noël? Vous le verrez, les Camerounais résidant à Douala n'apprécient pas du tout la ville lumineuse. Ils estiment qu'il y a des priorités. D'autres ne sont pas d'accord avec le fait que cette stratégie de décoration de la ville n'ait pas encore été mise de façon optimale. On en parlera dans quelques instants. Sajala. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir, retrouvée dans une trentaine de minutes. Pierre-Emmanuel Bignam, Albert Ndomo-Tobin, Raphaël Ndougo et Baristan Kamalimen pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Et dans quelques minutes, madame, monsieur, le 20h, le plus attendu de la planète, le 20h de Cédric Noufélé. Comment était l'année pour vous? Et ça, for this 2020, not in the Waka.